corticale. J'ai le plaisir d'accueillir Anna Born, interne au laboratoire de psychologie et neurocognition, qui a soutenu sa thèse en 2024 et qui est actuellement en post-doctorat. Ok, donc bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Anna Born et effectivement j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier donc, au laboratoire de psychologie et neurocognition et maintenant j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre pour une petite année de post-doctorat sur ce sujet. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un petit peu... je vais vous faire le tour d'horizon de ce qu'on a étudié concernant la réorganisation neurocognitive chez des patients qui ont eu une hémisphérotomie pour traiter une encéphalite de Rasmussen. Donc tout ça, ça fait beaucoup de mots compliqués, donc on va reprendre un petit peu petit à petit. Donc d'abord, l'encéphalite de Rasmussen, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie unihémisphérique très rare qui va toucher des jeunes enfants, généralement entre l'âge de 2 et 10 ans, alors que leur développement il était tout à fait normal avant l'apparition de cette pathologie. Donc pourquoi unihémisphérique ? Parce que effectivement, une de ses caractéristiques, je ne vois pas mon pointeur, voilà, ça va être l'altération progressive d'un seul des deux hémisphères cérébraux. Donc ça peut être l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit. Ici, pour le coup, sur cette image, c'est l'hémisphère droit qui va être détruit progressivement. Donc en plus de l'atrophie qu'on vient de voir sur les images, on va avoir chez ces patients une épilepsie pharmacorésistante qui est très sévère. Donc pharmacorésistante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle résiste au traitement médicamenteux. On va retrouver également un ralentissement au niveau de l'EEG et puis des troubles moteurs et neurologiques très importants avec également une détérioration au niveau cognitif et intellectuel alors qu'avant la pathologie, les patients n'avaient pas de problématique à ce niveau-là. Donc l'évolution de cette pathologie, elle est vraiment très importante et la question du traitement, elle est donc vraiment centrale. Étant donné que l'épilepsie elle résiste aux médicaments, le traitement qui est proposé ça va être généralement un traitement chirurgical qui est l'hémisphérotomie. Donc l'hémisphérotomie c'est une technique qui va consister, comme on peut le voir ici sur ces images, à déconnecter fonctionnellement l'hémisphère qui va être affecté. Donc l'hémisphère ici, on le voit au fur et à mesure, donc l'hémisphérotomie elle a eu lieu ici, il reste en place dans la boîte crânienne mais il va être totalement déconnecté au niveau des fibres de substance blanche. Donc on est dans une situation de fonctionnement qui est totalement mono-hémisphérique chez ces patients-là, avec juste un seul hémisphère qui va prendre en charge l'ensemble des fonctions en post-opératoire. Ici, si le contrôle des crises il est très favorable avec cette opération, l'impact sur le fonctionnement neurocognitif de ces patients-là, il reste beaucoup moins connu, et donc c'était tout l'objectif de notre travail. Donc globalement, dans ce projet, on cherchait à étudier comment le fonctionnement il s'organisait chez ces patients qui n'avaient plus qu'un seul hémisphère cérébral. Et donc on a voulu investiguer les différents mécanismes de réorganisation, donc dans le cas spécifique de l'encéphalite de Rasmussen, avec une méthode qu'on voulait un petit peu intégrative, c'est-à-dire qui s'intéresse à la fois aux dimensions un petit peu cliniques, cognitives et aussi cérébrales. Donc concernant la méthode, je vais faire pour le moment assez générale puisque elle varie en fonction des études qu'on a menées, mais on pourra en discuter si vous voulez au moment des questions. Globalement, concernant la population, donc on travaille avec des patients qui ont eu une encéphalite de Rasmussen dans l'enfance et on travaille en collaboration avec le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris où les patients en France ils sont généralement adressés, opérés et suivis. Donc nous, on a monté une base de données rétrospective et prospective de patients qui ont eu cette hémisphérotomie dans l'enfance, mais on s'est surtout intéressé à les revoir à l'âge adulte, donc à long terme, plusieurs années après la chirurgie, pour étudier ce fonctionnement post-opératoire à plus long terme. Donc, concernant les évaluations, elles incluaient des évaluations neuropsychologiques, une évaluation cognitive avec une batterie de tâches comportementales dont je parlerai un petit peu plus loin, et également des examens IRM anatomiques. Donc, dans cette première étude que je vais vous présenter maintenant, on s'est intéressé d'abord à caractériser le profil intellectuel général des patients à long terme. Donc ici, c'était une étude en moyenne 9 ans après la chirurgie. Donc, on souhaitait aussi savoir quels étaient les facteurs cliniques qui allaient pouvoir influencer ce devenir chez ces patients-là. Donc, on a utilisé des données rétrospectives de 44 patients qui avaient donc eu une hémisphérotomie au moment de l'enfance. Donc, tout d'abord, vous voyez ici les scores de QI
verbal et non verbal de ces patients-là. Donc le violet, c'est le QI verbal, et en orange, on a le QI non verbal. Donc c'est en fonction du côté également de l'hémisphérotomie, et plus précisément de si l'hémisphérotomie elle a eu lieu pour l'hémisphère qui est dominant pour le langage. Donc généralement, c'est l'hémisphère gauche, mais ce n'est pas le cas pour tous, donc c'est pour ça qu'on va rester sur les termes dominants pour le langage ou non dominants pour le langage. Donc, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que les scores du QI, généralement, ils sont dans la limite inférieure de la norme, en moyenne, mais ils ne sont pas forcément totalement déficitaires, donc en dessous de cette ligne ici en pointillé, pour tous les patients. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'il y a une grande variabilité des profils en fonction des patients qui ont été évalués. Donc maintenant, si on s'intéresse plus précisément aux interactions, on constate que pour le QI verbal, donc ici en violet, les performances elles sont significativement meilleures après déconnexion de l'hémisphère non dominant pour le langage par rapport à s'il y a eu une hémisphérotomie de l'hémisphère dominant pour le langage. On observe le pattern inverse pour les scores du QI non verbal avec des performances meilleures après déconnexion de l'hémisphère dominant pour le langage. Donc ces résultats, ils ne sont pas surprenants, ils vont dans le sens de ce qui est retrouvé dans la littérature et surtout, ils vont dans le sens de la spécialisation hémisphérique. Effectivement, les performances, elles vont être plus altérées lorsqu'on a déconnecté l'hémisphère qui était spécialisé pour les fonctions en question. Par contre, maintenant, si on s'intéresse côté par côté de l'hémisphérotomie, ce qu'on observe ici, par exemple, c'est que chez les patients qui ont eu une hémisphérotomie de l'hémisphère non dominant pour le langage, on va avoir des performances verbales qui sont significativement meilleures que les performances non verbales. Par contre, de manière intéressante, chez les patients qui ont une hémisphérotomie de l'hémisphère dominant pour le langage, donc généralement hémisphère gauche, ce qu'on observe, c'est que ces performances verbales, elles sont pas significativement inférieures aux performances non verbales, qui restent ici assez faibles. Et ça montre un effet intéressant, qui est un effet de crowding, qui stipule en fait que la réorganisation du langage dans l'hémisphère qui va être non spécialisée pour cette fonction-là, après une atteinte en tout cas cérébrale à ce niveau-là, elle va se faire parfois au détriment en fait des fonctions qui étaient normalement prises en charge par cet hémisphère-là. Donc maintenant, au-delà de décrire ces profils intellectuels, on avait voulu savoir quelles étaient un petit peu les variables cliniques qui allaient influencer cette variabilité de profil. Donc on a fait des analyses PLS ici qui, en gros, permettent de quantifier la convariance entre deux jeux de données, donc ici pour le coup des données qui sont les données cliniques et des données neuropsychologiques. Cette analyse, elle a montré qu'on avait un effet significatif des variables cliniques sur le QI verbal, mais pas d'effet significatif sur le QI non verbal. Donc, concernant cet effet-là, on s'est intéressé à différentes variables cliniques, donc notamment la durée d'épilepsie entre le moment de l'apparition des crises et la chirurgie, la durée post-opératoire, le côté de l'hémisphérotomie, l'âge du début des crises, l'âge de l'hémisphérotomie et l'âge de l'évaluation des patients. Ici, on a trouvé 3 variables parmi celles-ci qui étaient significativement associées au devenir cognitif, en tout cas aux performances intellectuelles générales de ces patients-là. Et c'est les 3 variables qui sont présentées ici en bleu. Et donc, globalement, ce qu'on observe, c'est qu'un profil plus favorable, donc avec de meilleures performances verbales, il était associé à une hémisphérotomie de l'hémisphère non dominant. Donc c'est logique, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent, mais de manière importante aussi à un plus court délai préopératoire et à un âge plus jeune au moment de l'opération. Autrement dit, plus l'opération elle a eu rapidement après le début des crises, meilleures étaient les performances verbales de ces patients-là. Donc ces résultats, ils sont intéressants et importants à confirmer et à discuter puisque effectivement, ils ont une implication en fait qui est assez directe sur les décisions chirurgicales, étant donné qu'il y a un enjeu très important sur la prise en charge de ces patients et les choix de traitement. Donc jusqu'à présent, on a présenté les résultats de QI assez généraux, mais on sait que même s'ils sont importants, ces scores ils ne permettent pas d'aller vraiment dans le détail et d'évaluer les différentes performances un petit peu plus précises au niveau de la cognition. Donc ici, on a voulu aller un petit peu plus loin et essayer de caractériser plus précisément quelles étaient les performances des patients pour différentes fonctions cognitives. Donc ici, on a revu 18 patients, encore une fois à l'âge adulte, donc en moyenne 15 ans pour le coup après la chirurgie, et on leur a proposé une batterie de tâches comportementales qui s'appelle la batterie Lextom et qui permet d'évaluer différentes fonctions du langage, de la mémoire
des fonctions exécutives et de la théorie de l'esprit. Donc, vous avez ici ces différentes tâches et les performances, donc d'abord d'un groupe de sujets contrôle, ce sont les histogrammes ici, et des patients qui sont les petits points bleus et les petits points verts. Globalement, nos résultats ils nous ont permis de montrer que les fonctions les plus préservées chez les patients après l'hémisphérotomie à long terme, c'était la sémantique, la mémoire et l'inhibition. A l'inverse, les fonctions qui étaient les plus déficitaires, même à très long terme, ça restait la syntaxe, la théorie de l'esprit et la mémoire de travail qui étaient très peu récupérées chez ces patients-là. Et de manière intéressante, encore une fois, on a retrouvé un lien significatif avec de meilleures performances pour ces différentes tâches lorsque le délai préopératoire il était raccourci chez ces patients. Donc pour aller un petit peu plus loin, on voulait non plus étudier ces fonctions-là de manière vraiment isolée les unes des autres, mais plutôt observer quels étaient leurs liens. Et donc on a adopté une approche en réseau en utilisant des outils de la théorie des graphes. Donc encore une fois, je ne vais pas présenter précisément la méthode ici, mais on pourra y revenir si vous voulez. En gros, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque patient et chaque individu contrôle, au niveau individuel, on a reconstitué son réseau cognitif. Comme on peut le voir ici, donc voilà, le réseau il ressemble à ça en moyenne pour les patients et pour les sujets contrôle. Et donc on a cherché à voir comment ils s'organisaient entre ces deux groupes. Donc pour ça, on a extrait différentes métriques qu'on peut voir ici et qu'on a comparées entre nos deux groupes de sujets. Les résultats ils nous mettent en évidence qu'il y a une réorganisation du réseau cognitif dans cette situation qui est monohémisphérique, puisque chez les patients, on va avoir une tendance à retrouver un réseau qui va être un petit peu plus dense, plus interconnecté et avec une plus grande interaction entre les différentes fonctions. De plus, chez les patients, plus ce réseau il va être plus dense comme on vient de le décrire et plus l'efficience intellectuelle elle est meilleure. Et à nouveau, ce type de réorganisation-là, il a aussi été associé, encore une fois, à un plus court délai préopératoire. Donc finalement, tout ça, ça nous amène à faire l'hypothèse que cet accroissement des interactions entre les différentes fonctions cognitives dans cette situation-là, peut-être qu'elle pourrait en quelque sorte maximiser le fonctionnement lorsque toutes les fonctions doivent être prises en charge par un seul hémisphère cérébral. Donc tout ça c'est intéressant, mais encore une fois, maintenant on a aussi besoin de le mettre en lien avec concrètement qu'est-ce qu'on observe au niveau cérébral chez ces patients-là. Donc on s'est d'abord attelé à mettre en lien les performances cognitives avec l'organisation cérébrale et plus particulièrement l'épaisseur corticale de l'hémisphère sain chez ces patients. On avait commencé par faire une étude de cas multiple. On a évalué de manière longitudinale, en parallèle, l'évolution du QI verbal chez 3 patients avec l'évolution de leur épaisseur corticale dans le réseau langagier à plusieurs temps, donc avant la chirurgie jusqu'à 1 an après et puis 4-5 ans après la chirurgie. Globalement, on a trouvé plusieurs signatures corticales de cette récupération du langage et l'une d'elles, c'était la trajectoire de cette épaisseur corticale. Donc, comme suggéré parfois, on aurait pu penser qu'une augmentation de l'épaisseur corticale pourrait agir un petit peu comme un mécanisme de compensation et donc permettre une meilleure récupération. Nos résultats ils vont plutôt à l'inverse et ils montrent que lorsque l'épaisseur corticale elle est supérieure à la norme chez ces patients et à chaque temps d'évaluation, finalement c'est associé à de moins bonnes performances. Donc, bien sûr, maintenant, on a voulu évaluer ces résultats dans une étude de groupe et donc on arrive à cette dernière étude que je vais vous présenter ici et qui est encore en cours. Donc, on a ici cherché à mettre en relation les scores de la batterie Lextom, donc de toutes les tâches cognitives, et les données anatomiques d'épaisseur corticale des patients qui avaient donc cette fois été revus à l'âge adulte. Notre analyse, elle a mis en évidence une composante latente significative qui nous indique qu'il y a une association entre les performances cognitives et puis la structure cérébrale chez ces patients-là. L'analyse, elle a identifié 26 régions cérébrales qu'on peut voir ici qui contribuent de manière significative à cette composante latente. Donc, comme on peut le voir, ces régions-là, elles sont réparties globalement sur l'ensemble de l'hémisphère, donc de l'hémisphère sain, ce qui nous suggère que ces profils cognitifs des patients, ils seraient associés à des modifications structurelles plutôt globales de l'hémisphère. Maintenant, lorsqu'on regarde quelles sont les fonctions cognitives qui contribuent à cette association, on observe de manière intéressante une différence en fonction du côté de l'hémisphérotomie.
Chez les patients qui ont eu une hémisphérotomie de l'hémisphère dominant pour le langage, on observe une relation entre la structure cérébrale et l'ensemble de ces fonctions qui sont ici en rose, avec, encore une fois, des performances qui sont meilleures lorsque l'épaisseur corticale elle est plus fine au niveau cérébral. Chez les patients après hémisphérotomie de l'hémisphère non dominant, cette relation elle est beaucoup moins marquée par rapport donc, à l'épaisseur corticale. Donc ces résultats ils nous révèlent qu'une épaisseur corticale plus fine, finalement, elle est associée à de meilleures performances cognitives, mais que ce lien cerveau-cognition il semble d'autant plus marqué après une hémisphérotomie de l'hémisphère qui était dominant pour le langage. Donc ces résultats ils sont préliminaires puisque l'étude elle est encore en cours. Pour la suite, on est encore en train d'inclure de nouveaux patients. On souhaite aussi comparer cette organisation de l'épaisseur corticale par rapport à ce qu'on observerait dans un groupe contrôle. Et j'aimerais aussi beaucoup faire de la connectivité structurelle pour regarder un petit peu plus en termes de réseau. Donc maintenant, pour résumer un petit peu tout ça, nos résultats ils nous mettent en évidence déjà une variabilité assez importante des profils après hémisphérotomie chez ces patients, avec néanmoins une récupération qui est possible, même après chirurgie de l'hémisphère dominant pour le langage. Et un résultat important également, c'est le fait qu'il semble que ce soit plus favorable de proposer rapidement le traitement pour la récupération post-opératoire à long terme. Donc, on a aussi observé qu'au-delà du langage, ce sont bien l'ensemble des fonctions cognitives et des interactions les unes avec les autres qui sont bouleversées. Et effectivement, ce qu'on a vu à la fin, c'est qu'il y a quand même une relation qui va se dessiner entre cette réorganisation cognitive et la réorganisation au niveau cérébral ou en tout cas anatomique. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de limites à ces travaux puisque déjà on travaille avec une population qui est très très hétérogène, avec de très faibles échantillons, mais il y a quand même plein de perspectives super intéressantes pour étudier cette plasticité en situation donc, assez rare mono-hémisphérique. Effectivement, d'un point de vue fondamental, ça ouvre des pistes pour la compréhension du fonctionnement cérébral en situation de plasticité extrême comme celle-ci, et puis également par rapport à des mécanismes de spécialisation hémisphérique, etc. Bien sûr, d'un point de vue clinique, surtout, il y a aussi énormément à apporter, puisque ce type de projet permet d'amener des données empiriques qui peuvent bénéficier aux patients, aux familles, à toute l'équipe médicale, sur notamment la prise de décision chirurgicale, qui est un débat important et donc qui permet de mieux déterminer en fait, le moment optimal pour proposer ce type de chirurgie chez ces patients-là, et aussi de manière individuelle en fonction des caractéristiques qu'on a pu voir, ce qui permet aussi de mieux informer sur le devenir post-opératoire et ce qui est très très important dans un contexte clinique comme celui-là. Et donc à plus long terme, on espère que ça peut aussi commencer à contribuer à mettre en place des programmes de rééducation qui soient un petit peu plus adaptés et plus fins en fonction des caractéristiques de chacun des patients qui sont finalement encore assez peu accompagnés une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte. Donc, je tiens maintenant à remercier bien sûr mon équipe au LPNC, à la Fondation Rothschild à Paris. Je remercie aussi la Ligue française contre l'épilepsie qui soutient ce travail cette année. Et merci à tous les patients qui ont participé à ces travaux qui ne sont pas faciles pour eux. Et merci bien sûr à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup, Anna. C'est toujours très intéressant. J'imagine que l'hémisphérotomie, ce n'est pas spécifique à Rasmussen. Est-ce que tu penses que tu auras le même résultat avec d'autres pathologies ou c'est vraiment très spécifique à la maladie de Rasmussen ? Alors, l'hémisphérotomie, elle peut être proposée dans d'autres cas aussi qui sont très rares et de pathologies très importantes. Il y a notamment le syndrome de Sturge-Weber, des anomalies des hémimégaencéphalies, d'autres choses, des AVC périnataux très importants. Donc, il y a certains points qui pourraient être similaires. Après, il y a une particularité sur le syndrome de Rasmussen, c'est qu'en fait, il apparaît à un moment de l'enfance, un peu sur un temps T, mais pas depuis le début, depuis la naissance, ce qui n'est pas le cas des autres pathologies que j'ai citées, où là, en fait, c'est dès la naissance, voire même parfois avant, qu'il y a la maladie. Donc, en fait, la trajectoire évolutive, elle est assez différente, ce qui fait que les résultats ne sont parfois pas très, très comparables en fonction des pathologies, et que des fois, dans certains travaux, on va mettre ensemble toutes ces étiologies différentes
pour avoir des bases de données qui sont aussi plus importantes, parce qu'évidemment, sur peu de données, c'est toujours un peu compliqué de faire des analyses et de pouvoir conclure de manière assez robuste. Mais le problème de ces cas-là, c'est qu'on compare des choses qui sont très peu comparables, parce que dans le Rasmussen, ça apparaît vraiment à un moment T. Le développement, il était tout à fait normal, et d'un coup, c'est plus le cas. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Alors que la réorganisation, elle va être très différente lorsque l'enfant ou le jeune enfant, il est malade depuis toujours, et que du coup, il y a une réorganisation préopératoire qui va être très très différente entre ces différentes étiologies. Ouais. Okay. Merci. Et j'avais une dernière question. Et du coup, j'imagine que juste cliniquement, mais je crois que tu en as un peu parlé, mais on voit vraiment ce déclin juste cliniquement, mais par exemple en langage, j'imagine que c'est des enfants qui acquièrent le langage normalement, et puis il y a un déclin langagier où en fait on le voit pas forcément cliniquement. C'est assez, même assez choquant, parce qu'en fait c'est des enfants qui se sont développés normalement jusqu'à un certain point, et tout à coup, donc par exemple ils ont pu, suivant à quel âge ça se développe, mais ils ont pu apprendre à lire, à écrire, etc. Et tout à coup en fait ça va se dégrader jusqu'à devenir aphasique. Par exemple, une des patientes que j'avais vues, où là pour le coup elle était adulte, donc c'est plus rare, mais en fait c'était une patiente qui était professeure des écoles. Enfin voilà, on voit qu'elle avait un niveau tout à fait classique. Et moi, quand je l'ai revue en préopératoire, c'était quelqu'un qui pouvait plus du tout parler, qui était totalement aphasique. Et du coup, c'est assez marqué cette dégradation, et elle est aussi assez soudaine en fait. Ouais, ça. Merci. Merci beaucoup Anna, c'était super intéressant. Moi j'avais une question, est-ce qu'il y aurait des prodromes pour cette maladie? Est-ce qu'il y a vraiment aucun indicateur, aucun facteur de risque? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été identifiées ou pas? Le grand problème de cette pathologie, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui nous informe sur le fait que potentiellement ça va se développer plus tard. Il commence à y avoir quelques études qui essaient d'étudier un petit peu s'il peut y avoir des complications au niveau de la grossesse, ce genre de choses, essayer de trouver un petit peu des facteurs, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est assez... en fait, l'étiologie, elle n'est pas connue de cette pathologie. Tout à coup, elle se déclare, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucun moyen de le savoir en avance. Et c'est ça qui fait qu'il y a aussi une urgence de... concrètement, maintenant c'est là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut traiter ces patients-là. Et effectivement, le problème principal, c'est qu'on ne peut pas le prévenir, en fait. On peut essayer, dès qu'on l'identifie, dès qu'on le diagnostique, de prendre les décisions les plus rapides possibles et d'adapter pour que les patients ils soient traités au plus tôt. Mais avant, on n'a aucun moyen de savoir que ça va arriver. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, est-ce qu'il existe dans ton échantillon de patients un grand délai entre le moment de l'opération et les tests neuropsy? Et s'il y a une grande variabilité dans ce délai, est-ce qu'il y a un effet de ce délai sur les résultats au test du coup? Alors quand tu dis entre le moment de l'opération et l'évaluation, donc oui, il y a un grand délai, puisque nous on les revoit à long terme. En fait, tout l'intérêt qu'on avait dans ce projet, c'est vraiment de regarder concrètement, pas juste un an après qu'est-ce qui se passe, parce que cette organisation elle est très très importante, donc évidemment un an après c'est toujours très déficitaire, et voilà. Nous ce qu'on veut voir c'est à long terme, ça prend beaucoup de temps. Donc oui, on est sur la première étude, on était 9 ans après la chirurgie, il y en a une autre, on était 15 ans après, mais on n'a pas retrouvé d'effet de ce délai-là sur les performances en tout cas. L'effet du délai post-opératoire en tant que tel, il n'était pas significatif. Et après, il y avait... Ouais, en fait, si, il y avait une importante variabilité en vrai, puisque les patients, leur âge, il n'est pas tous... même si généralement, ça se déclare entre 2 et 10 ans, mais ça peut varier. Donc, ils n'ont pas tous été opérés également au même moment non plus. Donc, il y avait une variabilité à ce niveau-là. Après, on est encore sur des faibles échantillons, donc c'est toujours dur de conclure avec beaucoup de certitude, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé d'effet. Le seul effet le plus important, le seul effet qu'on avait, c'était vraiment ce délai plutôt entre le début de la pathologie et le moment où on fait l'opération. Le reste, c'était pas significatif. Merci beaucoup pour ta présentation. J'avais une question par rapport au moment où tu parlais du réseau cognitif et de la théorie des graphes. Tu disais que le réseau, du coup, il était plus dense chez les patients.
Et est-ce que tu vois un lien donc au sein même de ton groupe de patients entre la densité du réseau et les performances cognitives? C'est-à-dire, est-ce que chez qui c'est plus interconnecté, ils vont avoir de meilleures performances ou le contraire? Ouais, alors concernant du coup cette histoire de réseau qui est un peu plus dense, donc ça c'est des résultats qui sont tendanciels, donc c'est voilà, on manque évidemment de puissance, etc. Mais on a cette tendance que chez les patients, effectivement, le réseau il est plus dense avec des métriques d'intégration de réseau. Enfin, je sais que tu fais un peu du réseau, c'est pour ça que je te dis ça, qui sont plus importantes. Mais au sein de notre échantillon de patients, oui, là on avait un lien significatif avec plus les métriques d'intégration elles sont élevées, plus les performances, donc ici on avait corrélé au QI verbal et non verbal, et pour le QI verbal, plus le réseau il était dense, meilleures étaient les performances. Donc c'est pour ça que ça nous amène à faire l'hypothèse un petit peu que ce type de réorganisation où finalement toutes les fonctions elles vont être plus interconnectées et un petit peu moins organisées comme typiquement, que ça peut être bénéfique pour la prise en charge de l'ensemble du fonctionnement cognitif lorsque un seul hémisphère est disponible. Mais après, encore une fois, ça reste à confirmer. Mais en tout cas, nos résultats, ils vont un petit peu dans ce sens-là. Ok, merci. Bonjour, moi je suis en licence de psycho et dans mes cours de psychologie cognitive, on a vu quelques études qui montraient que les hommes présentaient souvent une latéralisation plus marquée du langage et que les femmes avaient une bilatéralisation. Et je sais que ces différences sont très modestes et que ça dépend des études, mais en fait, comme les hémisphérotomies sont généralement réalisées pendant l'enfance à un âge où la plasticité cérébrale, c'est encore très significative et c'est en évolution. Est-ce que vous pensez que ces différences de latéralisation entre les sexes pourraient avoir un impact sur la récupération du langage après l'hémisphérotomie ? Alors, je dirais que pour le coup, pour les patients, nous n'avions pas de différence en termes de sexe et de côté de l'hémisphérotomie. Et chez les patients, on n'a pas bien le choix que de regarder l'hémisphère qui est sain. Donc, je ne peux pas faire d'analyse à ce niveau-là. Par contre, évidemment qu'il y a un effet du niveau de spécialisation hémisphérique chez les patients. Et par exemple, c'est pour ça qu'on parlait des hémisphères dominants ou non dominants. En fait, quand les patients ils tombent malades, généralement, on sait quelle était leur spécialisation hémisphérique pour le langage. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits, parfois des IRMF, etc. Ou d'autres fois, en fait, le simple fait que le patient... Par exemple, on avait un patient qui était spécialisé à droite. On le sait parce que tout se passait bien. La pathologie, elle arrive. Et là, tout à coup, il devient aphasique parce qu'en fait, il était spécialisé à droite pour le langage. Donc c'est pour ça que nous, on regarde effectivement cette notion de spécialisation du langage plutôt que juste gauche-droite, parce que ça peut varier. Mais après, on n'a pas pu faire d'analyse sur le niveau préopératoire de cette spécialisation hémisphérique. Et en théorie, ce serait hyper intéressant de le faire. La seule difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, c'est des patients qui vont vraiment très très mal au moment où on va commencer à les prendre en charge, à les opérer, etc. Et qu'en fait, on ne peut pas faire vraiment beaucoup d'imagerie cérébrale, beaucoup de tests, parce que les patients ne sont pas en état de le faire. Donc on ne peut pas vraiment quantifier ce niveau de spécialisation hémisphérique au moment de la survenue de la pathologie. Je ne sais pas si ça répond hyper bien à ta question. Ça va, merci beaucoup. On va arriver en fin de session et je me permets une petite question. Merci beaucoup Anna. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe dans l'hémisphère déconnecté ? Est-ce que je sais qu'il y a des activations résiduelles ? Est-ce que tu as pu voir un peu de littérature là-dessus ou pas ? Alors la littérature là-dessus, elle est extrêmement récente, donc il n'y a encore pas grand-chose. En fait, cet hémisphère déconnecté, il est totalement non fonctionnel. Il reste en place, il continue de se passer des choses dans le sens où l'atrophie hémisphérique, elle va continuer déjà. Donc on sait qu'il reste des choses. Il reste vascularisé parce qu'il y avait trop de problématiques de santé au moment où, avant d'avoir la technique de déconnexion, on enlevait complètement, il y avait une ablation de cet hémisphère-là, il y avait des complications post-opératoires qui étaient très importantes, donc maintenant il reste en place, il y a la vascularisation qui reste, et effectivement il y a des travaux qui montrent
qu'il y aurait une organisation des réseaux fonctionnels qui resterait à peu près similaire à ce qui est observé normalement dans l'hémisphère sain ou dans le fonctionnement général. Et en fait, ces travaux-là, ils montrent qu'il y aurait des sortes de prérequis qui seraient possibles à un niveau de conscience de cet hémisphère-là, mais d'autres travaux, et en fait même ces travaux qui investiguent un petit peu ça, ils montrent que même s'il y a cette base-là qui reste un petit peu présente, les niveaux de conscience, en fait, ils sont trop inférieurs quand ils font des tâches, par exemple, par rapport à des patients qui sont en état végétatif ou ce genre de choses-là. Les niveaux de conscience, ils sont vraiment très, très inférieurs. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Globalement, pas grand-chose, mais c'est vrai que des fois, il y a des activations un petit peu résiduelles, mais en fait, qui ne répondent pas du tout à l'environnement, en fait. Donc, il y a des choses à investiguer. Il y a des travaux, en fait, ils sont très, très récents. Là, ça date de 2023 jusqu'à aujourd'hui. Là, il y en avait un que j'ai vu il y a quelques semaines. Mais après, moi, j'ai pas du tout étudié ça parce que c'est extrêmement. Déjà, c'est un autre sujet et puis c'est très compliqué à faire aussi. Mais ouais, il commence à y avoir un petit peu des questions là-dessus. Mais après, il faut bien comprendre que cet hémisphère. En tout cas, je sais que des fois, il y a des confusions entre, par exemple, les callosotomies. On a les deux hémisphères qui peuvent avoir des activations de manière simultanée. Et du coup, on a des comportements qui peuvent être un petit peu. Le syndrome de disconnexion calleuse, quoi. Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment, on a un seul hémisphère qui est fonctionnel, l'autre, il est déconnecté, il est un peu en off. Et oui, il y a certaines choses qui restent un petit peu, mais c'est vraiment pas... en fait, ça répond pas du tout à l'environnement ou à quoi que ce soit. Mais il y a des choses à aller creuser, oui. Merci beaucoup. Je pense que c'est une fin de session. On peut applaudir très fort nos 3 intervenants, intervenantes. On a vraiment eu la chance d'avoir une session exceptionnelle ce matin et juste, je pense qu'on peut les féliciter parce que on a Marine Thieu qui va partir à Bruxelles parce qu'elle a eu une bourse Marie Curie récemment. On a Anna Born qui a eu le prix de thèse académique hier à l'Université Grenoble-Alpes et on a Vincent qui va bientôt avoir le prix Nobel sur les concepts cells. Donc merci beaucoup et on va pouvoir aller à la session poster maintenant.